Kazuma est un raté réincarné qui rêve de devenir un héros légendaire dans son nouveau monde. Cependant, dès l'instant où il réalise que son équipe de bombes de rang S est en réalité complètement inutile, il abandonne ses rêves héroïques et jure de les transformer en son harem personnel. La veille de sa réincarnation, Kazuma sort enfin de sa chambre d'otaku pour acheter un nouveau jeu viral qui l'attendait. Après avoir eu sa copie, il a hâte de rentrer chez lui et de passer son temps à y jouer seul. Mais en rentrant, il remarque une fille de son école sur le point de se faire percuter par un camion. Sans réfléchir, il se précipite pour la sauver. Mais quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans un endroit étrange. Une fille aux cheveux bleus s'approche de lui et lui explique qu'il est dans l'au-delà. La fille révèle que l'étudiante qui l'a sauvée va très bien et qu'en fait, elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Quoi ? Car le camion que Kazuma pensait avoir vu n'était en fait qu'un tracteur inoffensif qui s'est arrêté avant elle. En entendant ça, Kazuma reste sans voix alors que la fille éclate de rire, révélant que Kazuma est mort de peur, s'est uriné dessus et était si pathétique que même sa famille et les médecins se sont moqués de lui. Après avoir bien ri, la fille se présente enfin comme Aqua, une déesse. Elle lui offre deux options, soit il peut vivre paisiblement au paradis, soit il est réincarné dans un autre monde où il devra combattre le roi démon et pourra ainsi recommencer sa vie à zéro. Kazuma accepte la deuxième option et on lui montre toutes sortes d'armes et de capacités puissantes. Mais Kazuma a soudain une idée, et au lieu de choisir une arme, il choisit d'emmener Aqua avec lui, et Aqua panique immédiatement, et insiste sur le fait qu'il ne peut pas faire ça. Mais une autre déesse apparaît et explique que le vœu de Kazuma est tout à fait valide. Elle envoie alors Aqua avec lui, ce qui la terrifie. L'instant d'après, les deux sont transportés dans une ville fantastique paisible appelée Axel et Kazuma est émerveillé. Il y voit une chance de se réinventer en tant que Goku de ce monde et d'arrêter d'être un joueur casanier. Aqua, de son côté, est complètement stressée. Elle réalise qu'elle ne peut pas rentrer chez elle tant que le roi démon n'est pas vaincu et maintenant elle est coincée avec Kazuma tout le temps. Kazuma décide rapidement qu'ils doivent trouver une guilde d'aventuriers, et même Aqua est impressionné par son soudain sérieux. Les deux arrivent ensuite à la guilde et sont accueillis par la réceptionniste Luna, plus gâtée par la nature que ta mère. Cependant, Luna les informe qu'ils auront besoin d'argent pour payer les frais d'inscription, et ne sachant que faire, ils s'assoient à une table, totalement vaincus. La situation semble si désespérée qu'ils pensent brièvement à tout abandonner. Puis Aqua se rappelle qu'elle est une déesse, et elle s'approche avec assurance d'un type au hasard et révèle sa véritable identité. Elle s'attend à ce qu'il l'adore immédiatement et lui donne tout son argent, mais au lieu de ça, le type a pitié d'elle parce qu'elle délire et révèle qu'il prie une autre déesse nommée Eris. Mais le type lui donne quand même gentiment un peu d'argent par pitié, et Aqua le remercie, bien qu'elle soit déçue que personne ne semble reconnaître son statut divin. Une fois l'argent réuni, les deux s'inscrivent enfin comme aventuriers. On leur présente ensuite un appareil magique qui mesure leurs capacités et leur potentiel. Kazuma passe en premier, et il rêve de découvrir un incroyable pouvoir caché et de devenir un héros légendaire, comme le roi Arthur d'Angleterre. Au lieu de ça, les résultats révèlent qu'il n'est qu'un aventurier ordinaire, et sa seule stat exceptionnelle est sa chance ridiculement élevée, ce qui fait rire Aqua. Puis Aqua prend son tour, et au moment où l'appareil la scanne, Luna est stupéfaite. La machine révèle que les stats d'Aqua sont incroyablement puissantes. Tout le monde dans la guilde est émerveillé et a immédiatement hâte de voir ce qu'Aqua et Kazuma peuvent accomplir ensemble. Kazuma est un peu jaloux, mais il admet qu'Aqua pourrait être un atout majeur. Le temps passe et le duo finit par travailler sur des chantiers pour gagner de l'argent et se loger. Rapidement, ils s'installent dans une routine confortable, manger, boire et traîner avec les gens du coin. Finalement, Kazuma réalise qu'ils ont complètement oublié leur mission initiale, vaincre le roi démon. Quand il en parle à Aqua, elle suggère de faire enfin leur première quête, et Aqua lui dit de ne pas s'inquiéter, car le pouvoir de la famille, comme dans Fast and Furious, peut vaincre n'importe quel monstre. Le lendemain matin, Kazuma s'attendait à ce qu'Aqua soit remplie d'enthousiasme, prête pour leur toute première vraie quête, mais il va rapidement découvrir que c'est une déesse paresseuse, gâtée et vraiment négligée qui ne ferait absolument rien de toute la journée si personne ne prenait la peine de la prier. À ce moment-là, Kazuma commence à regretter la promesse qu'il a faite de l'emmener avec lui. Quand Aqua se réveille enfin, Kazuma la réprimande aussitôt pour toutes les bêtises qu'elle lui a dites, et il lui rappelle qu'ils dorment toujours dans une écurie et sont loin de vaincre le roi démon. Aqua y prête à peine attention et promet nonchalamment, une fois de plus, que ses pouvoirs divins régleront tout. Aqua s'excite alors et dévoile son grand plan pour la journée. Ils vont à la guilde des aventuriers pour accepter leur première quête d'extermination de monstres. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent hors de la ville avec pour mission d'éliminer 5 grenouilles géantes en 5 jours, et la confiance disparaît presque aussitôt. Au lieu d'aider, Aqua passe le plus clair de son temps à rire pendant que Kazuma se fait poursuivre par des grenouilles géantes comme Justin Bieber essayant d'échapper à Didi.
Terrifié, Kazuma appelle désespérément à l'aide, mais Aqua rit de plus belle. Mais le karma arrive à toute vitesse, et la grenouille change soudain de cible et fonce droit sur Aqua avant de l'avaler tout entière, forçant Kazuma à la sauver. Après avoir vaincu le monstre et secouru Aqua, elle en ressort couverte de bave et se met immédiatement à pleurer. Kazuma suggère de rentrer acheter un meilleur équipement, car ils ne sont manifestement pas préparés pour cette quête. Aqua refuse, se sentant gênée qu'un monstre de bas niveau ait réussi à la faire paraître pathétique. Poussée uniquement par la fierté, elle se précipite vers une autre grenouille et active sa technique ultime, le poing de Dieu. Selon Aqua, ce coup de poing peut vaincre absolument n'importe quoi. Mais elle donne le coup et rien ne se passe. Bordel, la grenouille ne cille même pas. Aqua perd instantanément toute confiance et complimente la grenouille, mais celle-ci n'a aucun intérêt pour les traîner et la mange à nouveau. Une fois de plus, Kazuma doit la sauver. À la fin de la journée, ils réussissent à vaincre 2 grenouilles et les ramènent en ville. Après s'être nettoyés, Kazuma et Aqua s'assoient pour manger. Pendant le dîner, Aqua suggère de recruter un autre aventurier pour les aider à l'avenir. Le lendemain, ils affichent un avis de recrutement sur le tableau d'affichage de la guilde. Après avoir attendu la moitié de la journée, personne ne montre d'intérêt et Kazuma commence à perdre espoir. L'idée de passer toute son aventure coincée avec la débutante Aqua semble pire que de combattre le roi démon lui-même. Puis une fille s'approche soudain de leur table. Elle se présente sous le nom de Megumine et dit qu'elle souhaite rejoindre le groupe. Megumine annonce fièrement qu'elle est une puissante mage crainte par beaucoup, et Aqua reconnaît immédiatement qu'elle vient du village des démons écarlates, un lieu célèbre pour ses sorciers très intelligents au nom incroyablement ridicule. Quand Aqua le souligne, Megumine commence vite à se vanter d'être dangereuse et puissante. Mais Megumine s'effondre soudain au sol et elle avoue qu'elle n'a pas mangé depuis des jours et qu'elle a désespérément besoin de travail. Kazuma a de la peine pour elle et Aqua propose même de soigner l'œil mystérieux caché sous son cache-œil. Megumine refuse aussitôt et prétend qu'un pouvoir dangereux est scellé dans son œil. Curieux, Kazuma demande si c'est vrai, mais Megumine avoue sans gêne qu'elle ment, alors Kazuma l'arrache vite. Ensuite, pendant qu'il s'assoit, Kazuma et Aqua vérifient discrètement sa carte d'aventurière. À leur grande surprise, ses stats sont impressionnantes et elle se spécialise dans la magie explosive. Pensant qu'elle pourrait être utile contre les crapauds géants, Kazuma la recrute officiellement. Le trio repart aussitôt pour poursuivre la quête, et pendant que Megumine se prépare, Kazuma explique doucement qu'Aqua est en fait une grosse feignasse qui aime juste se faire appeler déesse. Aqua surprend cela et s'en trouve offensée. Déterminée à faire ses preuves, elle fonce vers un crapaud et s'apprête à montrer l'une de ses capacités divines. Quelques secondes plus tard, elle est à nouveau avalée tout entière, et Kazuma n'est même plus surpris. Avant qu'il ne puisse la secourir, Megumine commence enfin à lancer son sort. L'énergie noire se rassemble autour de son bâton, tandis que des quantités massives de mana affluent dans le cercle magique. La montée en puissance dramatique suffit à exciter Kazuma. Ensuite, Megumine déclenche Explosion, et le souffle nucléaire vaporise instantanément un crapaud géant, et Kazuma a l'air plus heureux qu'un mec qui reçoit une gâterie un dimanche. Pendant un instant, ils pensent qu'ils ont enfin trouvé une coéquipière compétente, mais les crapauds voisins se réveillent. Soudain, ils remarquent que Megumine s'effondre au sol sans bouger, et elle explique nonchalamment qu'utiliser Explosion consomme toute son énergie, la laissant totalement impuissante après. Quelques secondes plus tard, elle est avalée tout entière. Désormais, Aqua et Megumine sont toutes deux hors de combat, laissant Kazuma seul une fois de plus. À la fin de la journée, Kazuma parvient à vaincre tous les crapauds restants et termine la quête presque entièrement seul. Le groupe retourne en ville couvert de bave et de salive de crapaud, et en chemin, Kazuma dit à Megumine qu'elle doit absolument apprendre d'autres sorts. Mais Megumine refuse aussitôt et elle révèle qu'Explosion est le seul sort qu'elle connaisse. Megumine explique fièrement qu'elle a consacré sa vie entière à maîtriser Explosion et n'a aucune intention d'apprendre un autre sort. Pour une raison quelconque, Aqua trouve cela incroyablement inspirant, et les deux filles commencent instantanément à se lier d'amitié autour de leur penchant pour les décisions désastreuses. Pendant ce temps, Kazuma réalise qu'il a formé une équipe composée uniquement de boulets. À ce moment-là, il réalise qu'il doit se débarrasser de Megumine, alors il lui dit que leur aventure s'arrête là. Mais Megumine s'accroche à lui et le supplie de la laisser rester dans leur équipe. Peu après, les deux finissent par se disputer et leur querelle attire la foule. Les villageois remarquent Aqua et Megumine couvertes d'une étrange substance blanche et visqueuse et sautent instantanément sur la pire conclusion possible. Mais Megumine y voit une opportunité. Elle regarde aussitôt Kazuma avec le genre d'expression qui dit qu'elle va ruiner sa vie, comme Didi avec Justin Bieber. Elle commence instantanément à inventer des mensonges scandaleux devant toute la foule, disant que Kazuma lui a fait le coup du Diddler 9000, ce qui force Kazuma à rester avec elle s'il veut garder ce qu'il reste de sa réputation.
Plus tard, pendant que les filles prennent un bain, Kazuma récupère la récompense de la quête et vérifie son statut d'aventurier mis à jour. Il est ravi d'apprendre que vaincre des monstres l'a aidé à monter de niveau étonnamment vite, mais il voit ensuite le paiement, et la récompense est si dérisoire qu'il a l'impression d'avoir combattu pour le salaire minimum. Juste au moment où il se demande quoi faire ensuite, une autre personne remarque leur annonce de recrutement. Une magnifique femme chevalier s'approche de lui et demande si elle peut rejoindre l'équipe. Kazuma manque de s'étouffer, car contrairement à ses coéquipières actuelles, elle a l'air compétente. Le chevalier se présente sous le nom de Darkness, et au premier abord, Darkness semble parfaite. Elle est belle, forte, noble, et c'est exactement le genre de coéquipière fiable qu'il recherchait. Mais soudain, elle agit bizarrement, comme si elle allait craquer d'un instant à l'autre, et Kazuma réalise que cette chevalière plus déjantée que Bonnie Blue pourrait être plus étrange qu'Aqua et Megumine. Kazuma continue d'expliquer que son groupe est essentiellement une collection de gens inutiles, et qu'il ne recommanderait certainement pas à Darkness de les rejoindre. Mais Darkness ne recule pas. Après avoir vu Kazuma et les autres couverts de bave de grenouilles géantes, elle est encore plus intéressée à l'idée de les rejoindre. Elle pense être la pièce manquante du groupe, car bien que ses capacités soient impressionnantes, sa précision est aussi inutile que celle d'un Stormtrooper de Star Wars. Soudain, Darkness se rapproche de Kazuma et fait pratiquement pression sur lui pour qu'il accepte sa candidature. Kazuma perd complètement ses moyens, car il n'a jamais eu une aussi belle fille si près de lui auparavant. N'ayant pas d'autre choix, il retarde sa réponse, même s'il a déjà compris que Darkness est tout aussi inutile, et peut-être même plus bizarre que les autres. Le lendemain matin, Kazuma se réveille en pleine forme et s'attend à une journée productive remplie de meilleures quêtes. Au lieu de cela, il découvre qu'Aqua a dépensé ses points de compétence pour améliorer sa capacité de tour de fête, se rendant encore plus inutile qu'avant. Kazuma remet immédiatement en question ses choix de vie et va discuter avec Megumine de la façon dont il devrait dépenser ses propres points de compétence. Au cours de leur conversation, il apprend que des aventuriers expérimentés peuvent enseigner des compétences aux autres. Megumine se porte instantanément volontaire pour devenir son professeur, car elle suppose qu'il veut apprendre la magie d'explosion. Kazuma rejette rapidement cette idée, car il veut des compétences qui soient réellement utiles pour des quêtes normales. Cela le laisse encore plus perplexe quant au choix à faire. Puis Darkness apparaît soudainement et propose de lui enseigner toutes sortes de compétences de débutants utiles. D'une certaine manière, cela ne fait que l'effrayer. Darkness est surtout venu pour demander à nouveau de rejoindre le groupe, mais Kazuma l'a immédiatement rejeté. Au lieu de se mettre en colère, Darkness a l'air étrangement heureuse. C'est alors que Kazuma découvre qu'elle est en fait masochiste, ce qui le terrifie, car elle est juste comme ce type de Fight Club. Avant que les choses ne deviennent encore plus bizarres, une autre fille arrive. Elle s'appelle Chris et c'est la meilleure amie de Darkness. Contrairement à tous les autres, elle est étonnamment normale. Chris est spécialisée dans les compétences de voleur et propose d'enseigner à Kazuma la compétence vol. Comme cela semble vraiment utile, Kazuma accepte immédiatement. Après avoir offert un verre à Chris, le groupe sort pour s'entraîner. Chris fait une démonstration de la compétence en créant un flash de lumière et en volant instantanément la bourse de Kazuma. Kazuma est émerveillé et décide que c'est exactement le genre de compétences dont il a besoin. Chris explique l'arbre de compétences et Kazuma sent soudain son ADN changer, tout comme dans le film Spider-Man. Pour tester sa nouvelle capacité, Chris le met au défi de lui voler quelque chose. Elle propose même sa dague coûteuse comme cible. Kazuma s'excite, car il a l'impression de vivre son premier vrai moment d'aventurier. Il active vol et attend. Au début, rien ne semble se passer, puis il regarde ce qu'il a attrapé. D'une manière ou d'une autre, au lieu de la dague, il vole les sous-vêtements de Chris. Kazuma fait ça comme s'il venait de gagner à la loterie tout en les agitant fièrement. Darkness devient immédiatement bien trop intéressé après avoir réalisé que Kazuma pourrait être un pervers. Plus tard, le groupe retourne à la guilde. Aqua et Megumine remarquent que Chris a l'air à la fois embarrassé et déprimé. Avant que Kazuma ne puisse s'expliquer, Darkness intervient et raconte à tout le monde exactement ce qui s'est passé. Elle annonce haut et fort que Kazuma a volé les sous-vêtements d'une fille, ce qui attire immédiatement l'attention de toute la guilde. Kazuma a envie de disparaître sur le champ. Aqua ne se soucie de rien de tout cela et veut seulement savoir si la compétence fonctionne de manière constante. N'ayant plus le choix, Kazuma utilise à nouveau vol. Cette fois, il vole accidentellement un autre sous-vêtement. Malheureusement pour Megumine, il s'avère que c'est le sien. Kazuma y voit un autre succès incroyable, alors que Megumine est horrifiée. Darkness se pose aussitôt en protectrice des filles, et soutient qu'elle doit rejoindre le groupe pour les défendre contre le comportement pervers de Kazuma. Kazuma la rejette instantanément à nouveau. Plutôt que de se vexer, Darkness savoure bien trop ce rejet, ce qui laisse Megumine, complètement horrifiée. Puis Aqua réalise enfin que Darkness est le chevalier dont Kazuma a parlé, alors tout le monde s'assoit ensemble. Darkness leur montre sa carte d'aventurière, et Megumine est immédiatement impressionnée. Ses stats de croisée sont incroyables, et elle semble être l'atout parfait pour l'équipe. Kazuma n'est pas d'accord, car ajouter Darkness au groupe revient à inviter un autre désastre dans sa vie. Pour les convaincre, il révèle son véritable objectif. Il rappelle à tous que leur mission est de vaincre le roi démon.
Kazuma les prévient que le roi démon est l'être le plus fort au monde et que ce n'est pas une simple aventure. Étonnamment, Darkness et Megumin sont encore plus excités après avoir entendu ça. Leur réaction laisse Kazuma complètement perplexe. Soudain, une alarme d'urgence retentit dans toute la ville. Chaque aventurier reçoit l'ordre de se présenter immédiatement à la porte principale. Les citoyens paniquent et se précipitent chez eux comme si la Seconde Guerre mondiale avait commencé. Kazuma et les autres aventuriers courent vers les portes, s'attendant à affronter le célèbre dictateur de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, ils découvrent une armée de choux volant se dirigeant vers la ville. Apparemment, c'est la saison des récoltes. Kazuma préférerait retourner se coucher plutôt que de passer sa journée à ramasser des légumes. Dès qu'il apprend que chaque chou peut être échangé contre de l'argent, son opinion change instantanément. Voyant une opportunité, Darkness décide qu'il est enfin temps de montrer à tous ses talents de croisée. Elle se lance dans la bataille comme si elle était le personnage principal d'un film d'action. Puis, elle brandit son épée et rate absolument tous les choux. Juste comme ça, Kazuma apprend qu'elle est exactement aussi inutile qu'il s'y attendait. Un peu plus tard, Darkness remarque que plusieurs aventuriers sont blessés par les légumes volants. Elle saute immédiatement devant eux et se sert d'elle-même comme bouclier humain. Kazuma et les autres s'inquiètent pour elle, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle apprécie secrètement chaque seconde. Alors que les choux continuent d'attaquer, son armure s'abîme peu à peu. Darkness est gênée de voir les gens la regarder, mais d'une certaine manière, cela ne fait que la rendre plus heureuse. Finalement, Megumin se lasse de voir tout le monde galérer et décide de lancer Explosion. Kazuma pense que c'est une idée terrible, mais Megumin l'ignore. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion anéantit de grands groupes de choux et rapporte une fortune au groupe. À la fin de la journée, Kazuma utilise Vol pour ramasser les choux, Megumin fait tout sauter, Darkness devient à la fois un bouclier et une héroïne locale. Et Aqua ne contribue absolument à rien, si ce n'est à amuser les gens avec des tours de passe-passe. Bien qu'il ait gagné de l'argent et terminé la récolte, Kazuma est frustré car le groupe oublie une fois de plus complètement de vaincre le roi démon. Pourtant, le groupe est officiellement formé. Kazuma est maintenant coincé avec 3 filles complètement inutiles. Pendant ce temps, Darkness déclare fièrement qu'elle le protégera quoi qu'il arrive et a hâte de partir à l'aventure ensemble. Et sur ce, leur voyage ridicule commence vraiment. Quelques jours plus tard, Kazuma apprend une toute nouvelle compétence, mais bizarrement, c'est l'une des plus utiles qu'il ait eue jusqu'ici. Il peut désormais créer de l'eau à partir de rien. À peu près au même moment, Darkness arrive avec une toute nouvelle armure étincelante. Kazuma n'est pas du tout impressionné, alors il lui lance immédiatement une remarque sarcastique. Malheureusement pour lui, Darkness en savoure chaque seconde. Kazuma n'est pas vraiment d'humeur à plaisanter, car il se souvient encore de son véritable objectif, vaincre le roi démon. En regardant son groupe rempli de marginaux et d'aventuriers inutiles, il commence à perdre espoir et se demande ce qu'il est censé faire ensuite. Pendant ce temps, Aqua se retrouve à court d'argent et décide de vendre les choux qu'elle a ramassés pendant la récolte. Elle s'attend à devenir riche pour finalement découvrir que les légumes qu'elle a ramassés sont en fait des laitues qui ne valent pratiquement rien en ville. Furieuse, Aqua se dirige droit vers Kazuma pour lui demander de l'argent. À la surprise générale, Kazuma révèle qu'il a gagné près d'1 million d'Eris lors de sa précédente quête. Il appelle ça nonchalamment une petite fortune, ce qui choque complètement les autres. Le vrai problème, c'est qu'Aqua a accumulé une ardoise énorme au bar local et doit la régler avant que des types baraqués à la Arnold Schwarzenegger ne viennent la chercher. Kazuma refuse de lui prêter de l'argent car il économise pour s'acheter une vraie maison. En entendant cela, Aqua commence immédiatement à le faire chanter en évoquant les choses embarrassantes qu'il fait pendant qu'il dorme dans l'étable. Finalement, Kazuma cède et rembourse sa dette. Ensuite, il exhibe fièrement sa nouvelle tenue d'aventurier qui lui donne enfin l'air d'un véritable aventurier. Tout le monde a quelque chose de nouveau à essayer et ils ont hâte de tester leur équipement lors d'une quête. Kazuma suggère de chasser à nouveau des grenouilles géantes, ce qui traumatise instantanément Aqua et Megumin. Alors que Kazuma explique comment elles ont toutes deux été avalées vivantes et couvertes de bave de grenouilles, Darkness est bizarrement excité. Malheureusement, quand Kazuma consulte le tableau des quêtes, il découvre que la plupart des missions disponibles sont de haut niveau. Apparemment, l'un des généraux du roi démon s'est installé près de la ville, rendant la zone bien plus dangereuse qu'avant. Cette nuit-là, Aqua tente de convaincre Kazuma d'accepter l'une des quêtes difficiles. Elle affirme avec assurance qu'elle peut vaincre l'un des généraux du roi démon s'il s'agit d'un mort-vivant. D'une certaine manière, cela ne fait que diminuer la confiance de Kazuma. Le lendemain, Megumin entraîne Kazuma pour son entraînement quotidien aux explosions. Kazuma n'arrive pas à croire que sa vie se résume à être le chauffeur personnel de Megumin, alors il lui dit de se dépêcher. Comme les gardes n'apprécient plus qu'elle fasse tout sauter près de la ville, Kazuma suggère d'utiliser un château abandonné à l'extérieur comme cible. Megumin tombe immédiatement amoureuse de l'idée et décide que c'est le terrain d'entraînement idéal. Dès qu'elle teste son nouveau bâton, l'explosion est encore plus forte qu'avant.
À partir de ce jour, la routine de Kazuma consiste à ramener Megumin chez elle après chaque séance car elle ne peut plus bouger ensuite. Aqua passe ses journées à essayer de vendre des trucs au hasard, tandis que Darkness rentre chez elle pour s'entraîner avec des poids lourds. La vie de Kazuma devient terriblement ennuyeuse car il n'y a pas de quête adaptée, mais il accompagne toujours Megumin chaque jour. Ensemble, ils visent le château abandonné encore et encore alors que Megumin continue de perfectionner sa magie d'explosion. Finalement, Kazuma remarque à quel point elle est devenue forte et commence enfin à comprendre pourquoi elle aime tant les explosions. Les deux se rapprochent lentement grâce à leur routine quotidienne. Plusieurs jours plus tard, Kazuma se détend à l'étable quand Aqua arrive soudainement avec un énorme bol de nourriture. Kazuma décide d'être honnête avec elle et souligne qu'ils sont loin de vaincre le roi démon car elle passe tout son temps et son argent à faire la fête. Aqua fond immédiatement en larmes. Elle pleure tellement que, le lendemain, même les filles commencent à en avoir assez. Soudain, Luna déclenche l'alarme d'urgence et tout le monde en ville se précipite vers les portes. Les aventuriers se rassemblent à l'extérieur et trouvent une silhouette terrifiante qui les attend. Une armure sombre chevauche un cheval, brillant de façon sinistre bien qu'elle n'ait ni tête ni corps à l'intérieur. Ce mystérieux chevalier est en fait l'un des généraux du roi démon, le Dullahan. Il est furieux car quelqu'un bombarde son château de magie explosive chaque jour. Selon lui, le responsable a tout simplement déclaré la guerre. Toute la foule se tourne lentement vers Megumin. Même une autre mage pleure, craignant d'être aussi accusée. Se sentant responsable, Megumin s'avance et se présente hardiment. Elle dit au Dullahan qu'elle est la coupable et qu'elle est prête à l'affronter s'il attaque. Le Dullahan ne veut pas vraiment se battre. Il veut juste qu'elle arrête de faire sauter son château tous les jours. Malheureusement, Megumin n'a aucune intention d'arrêter. Le Dullahan rit d'abord, mais perd vite patience. Megumin continue de parler et réussit à l'agacer encore plus. Finalement, le Dullahan atteint ses limites. Megumin appelle immédiatement Aqua en renfort. Le Dullahan se méfie car il a soudain l'impression de tomber dans un piège. Au lieu de déclarer la guerre, il décide de donner une leçon à Megumin en lui lançant une malédiction mortelle. Avant qu'elle ne soit touchée, Darkness s'interpose comme un garde du corps, sauvant le président et reçoit le sort. Le Dullahan annonce que Darkness mourra dans une semaine et déclare que c'est la faute de Megumin. Megumin se sent immédiatement très mal. Étonnamment, Darkness se relève et commence à affronter le Dullahan. Elle souligne que son plan consiste à forcer une fille à lui obéir, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Darkness se propose alors d'accompagner le Dullahan si c'est le prix pour lever le sort. Au lieu d'être impressionné, le Dullahan est dégoûté, car Darkness rend la situation bizarre. Darkness s'avance vers lui, mais Kazuma l'arrête net. Voir Darkness s'exciter d'être maudite laisse le Dullahan incroyablement embarrassé. Finalement, il rappelle à Megumin que tout cela arrive, car elle n'arrêtait pas de bombarder son château. Pour lever cette malédiction, il ordonne à Megumin de venir l'affronter personnellement dans son château, puis il disparaît dans la nature. La situation devient soudain sérieuse et personne ne sait quoi faire. Megumin se dirige aussitôt vers le château et Kazuma décide de l'accompagner. Megumin apprécie ce soutien et Kazuma refuse qu'elle affronte seule un général du roi démon. Avant leur départ, Darkness les arrête et leur dit de ne pas risquer leur vie pour elle. Puis, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Aqua décide enfin de se rendre utile. Elle lance nonchalamment un sort sur Darkness. Instantanément, la malédiction disparaît. Darkness se sent revigorée et tous les autres restent sans voix. Aqua révèle que lever de tels sorts, c'est un jeu d'enfant pour elle et qu'elle pourrait même le faire tous les jours, si nécessaire. Toute la ville explose de joie. Chaque aventurier célèbre Aqua pour avoir sauvé Darkness et bientôt une fête géante éclate en son honneur. Kazuma et Megumin restent incrédules car ils étaient prêts à prendre d'assaut le château du roi démon. Le lendemain, Kazuma se réveille au son d'Aqua qui bave partout sur le lit comme un pitbull. La voir le frustre car Aqua est devenue encore plus inutile et a totalement oublié leur vraie mission. Plus tard, le groupe est à la guilde où Aqua veut désespérément une quête car elle croule sous les dettes. Pour la première fois, elle veut se donner à fond et laisse même Kazuma diriger, lassé de ses petits boulots. Le groupe accepte de faire une quête, alors Kazuma dit à Aqua d'en choisir une correcte et normale. Aqua passe immédiatement en mode hardcore de Minecraft. Juste avant qu'elle n'accepte, Kazuma l'arrête en voyant qu'elle a pris une quête de haut niveau dangereuse. Il la remet en place et attend de voir ce qu'elle va choisir ensuite. Finalement, Aqua trouve la quête parfaite pour elle. Elle doit juste purifier un lac infesté de monstres. La récompense est correcte et le danger semble gérable, alors elle la veut tout de suite. Avant qu'elle ne confirme, Kazuma lui demande si elle peut vraiment purifier tout un lac, car elle est plus connue pour ses tours de passe-passe que pour ses pouvoirs de déesse. Ça rend Aqua furieuse et elle commence à le supplier car la purification est littéralement la seule chose qu'elle sait faire. Kazuma dit qu'elle peut faire la quête seule et garder tout l'argent pour elle.
Aqua refuse aussitôt car elle a toujours besoin de quelqu'un pour la protéger des monstres. Plus tard, le groupe se dirige vers le lac en transportant quelque chose sur un cheval. Aqua, la seule capable de purifier le lac, est enfermée dans une cage comme un genre de pédobire de G-Mod. Naturellement, tout ça est une idée de Kazuma. À leur arrivée, ils jettent Aqua dans le lac comme un sachet de thé dans une tasse. Aqua décide de ne rien faire car elle est insultée par le plan de Kazuma. Elle reste assise là, attendant qu'il s'énerve. Des heures passent et Kazuma vient voir comment elle va. Aqua semble occupée à faire de la magie de purification, mais elle compte juste les barreaux de sa cage. Finalement, Kazuma décide d'être gentille et propose de la sortir si elle a besoin d'aller aux toilettes. Ça la rend bizarrement encore plus furieuse. Après qu'Aqua a dit qu'elle n'avait pas besoin des toilettes, Megumin et Darkness annoncent aussitôt qu'elle non plus. Kazuma réalise vite que personne ne lui donne d'excuses pour utiliser ses idées douteuses. Quelques heures de plus passent et aucun monstre n'apparaît. Kazuma commence à être frustré. Soudain, un grand bruit jaillit du lac et effraie Aqua. Malheureusement, une meute de crocodiles géants apparaît et ils ont très envie de la manger. Ils commencent à mordre la cage comme s'ils auditionnaient pour Jurassic Park. Aqua change instantanément d'avis sur la quête. Kazuma et les autres ne sont pas d'une grande aide non plus. Ils restent plantés là à regarder Aqua servir d'appât jusqu'à ce qu'elle décide que ça suffit. Paniquée, Aqua finit par déchaîner sa purification. Le lac devient complètement purifié. L'eau est claire, potable, et tous les monstres disparaissent. Quand Kazuma et les autres vont la chercher, ils remarquent qu'Aqua ne veut pas sortir de la cage. Elle semble parfaitement heureuse de rester à l'intérieur un moment. Ils essaient de lui remonter le moral en lui disant qu'elle aura tout l'argent de la récompense. Aqua s'en fiche, elle veut juste rentrer chez elle. Aqua finit donc traumatisée par une autre quête, mais le groupe réussit quand même à la terminer. Pendant ce temps, ailleurs, un héros et ses compagnons combattent un dragon ancien légendaire. Le héros s'appelle Kyuya et il a aussi été réincarné dans ce monde par une belle déesse. Il rêve de la revoir, mais il doit d'abord accomplir sa mission et vaincre le roi démon avec l'épée sacrée qu'elle lui a donnée. Après le combat, Kyuya et ses compagnons rentrent en ville pendant que ses équipières se disputent par jalousie. Kyuya est fier de lui et reste reconnaissant envers la déesse qui lui a donné cette nouvelle vie. Soudain, il entend quelqu'un chanter avec une voix qui ressemble exactement à la sienne. Curieux, il suit le son et est choqué de découvrir sa déesse bien-aimée piégée dans une cage. Malheureusement, la déesse, c'est Aqua. Aqua refuse toujours de sortir de la cage, ce qui frustre Kazuma, car tous les passants lui lancent des regards dégoûtés. Puis le cheval s'arrête soudainement, quelqu'un le retient par derrière. C'est Kyuya. Croyant qu'Aqua est prisonnière, il la libère aussitôt. Darkness intervient pour l'affronter, mais avant qu'elle ne puisse agir, Kyuya se met à appeler Aqua une déesse. Kazuma rappelle vite à Aqua qu'elle est vraiment une déesse et qu'elle devrait s'en occuper elle-même. Aqua se remet immédiatement en action. Face à Kyuya, elle ne se souvient pas du tout de qui il est. Au lieu de ça, elle fait semblant et agit comme s'ils étaient de vieux amis. Kazuma explique alors tout depuis le début. Kyuya est horrifié. Il attrape Kazuma par le cou car il ne peut croire qu'on puisse traîner une déesse dans une telle misère. Aqua et Darkness les séparent rapidement. Aqua révèle alors qu'elle s'amuse en fait avec Kazuma. Elle mentionne même le fait de vivre dans une écurie. Cela rend Kyuya encore plus furieux. Il exige des explications car, de son point de vue, Kazuma a un groupe incroyable. Kazuma rit en secret car c'est la première fois qu'il voit quelqu'un être jaloux de lui. La réalité est tout le contraire. C'est Kazuma qui jalouse Kyuya car il vit l'aventure fantastique dont Kazuma a toujours rêvé, alors que lui souffre chaque jour avec son groupe dysfonctionnel. Kyuya invite tout le groupe à le rejoindre, mais tout le monde est mal à l'aise et refuse. Kazuma parle au nom du groupe et donne leur réponse à Kyuya. Malheureusement, Kyuya refuse de l'accepter. Il refuse qu'Aqua reste dans un milieu indigne d'une déesse et défie donc Kazuma en duel. Kazuma accepte immédiatement. Puis il crée une diversion et utilise le vol. En un instant, Kazuma s'empare de l'épée sacrée de Kyuya et l'assomme d'un coup. Hélas, il apprend vite qu'il ne peut pas soulever l'épée, car seul Kyuya peut la manier. Ne voulant pas gâcher un objet précieux, Kazuma décide de la traîner pour la vendre quand même. Avant qu'il ne parte, les compagnes de Kyuya l'arrêtent. À ce stade, Kazuma en a assez. Il fait des mouvements de doigts bizarres qui terrifient les filles et les font fuir devant son énergie de pervers. Quelques jours plus tard, le groupe déjeune à la guilde. Aqua est furieuse car elle n'a reçu aucune récompense. Le coup de la cage a fini par engloutir tous ses bénéfices. Soudain, Kyuya réapparaît et supplie Aqua de rejoindre son groupe. Au lieu d'avoir pitié, Aqua lui assène un god blow et le met au tapis. Après l'avoir réveillé, elle lui réclame de l'argent comme une voyou et finit par réussir. Kyuya demande alors à Kazuma de lui rendre l'épée sacrée contre un bon de forgeron. C'est là qu'il apprend que Kazuma l'a déjà vendue.
Après le départ de Kyuya, Darkness demande à Kazuma pourquoi il appelle Aqua une déesse. Aqua décide enfin de révéler sa véritable identité. Elle se présente fièrement comme la déesse vénérée par le culte d'Axis. Avant qu'elle ne convainque qui que ce soit, une alarme d'urgence retentit dans la ville. Tous les aventuriers ont l'ordre de se rassembler à la porte principale. Kazuma et son groupe sont requis, comme si un titan de l'attaque des titans venait de surgir. Arrivés dehors, ils sont stupéfaits de découvrir que le Dullahan est de retour. Kazuma et les autres sont sidérés de voir que le Dullahan est encore plus furieux qu'avant. Et il s'avère que quelqu'un a fait exploser son château avec de la magie d'explosion. Kazuma pince aussitôt les joues de Megumin et d'Aqua car il sait que c'est elle, ajoutant un souci de plus à sa liste. Le Dullahan se sent offensé et se présente comme Verdia, un Dullahan et un tueur de héros. Il leur hurle dessus pour l'avoir pris à la légère et ça empire quand Darkness entre dans la discussion. Verdia est convaincu que son sort de mort l'a achevé, mais Darkness réapparaît saine et sauve, le laissant totalement ébranlé. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi sa malédiction n'a eu aucun effet, mais avant qu'il ne réalise, Aqua surgit et lui rit au nez, faisant passer Verdia pour un gars qui bâtit un Lego pendant des heures pour se le faire renverser par un gamin. Elle révèle nonchalamment qu'elle a levé le sort juste après son départ, transformant tous ses efforts en une grosse blague. Ça rend Verdia furieux et il prévient Aqua d'arrêter de rire ou il les anéantira tous. Aqua ne se laisse pas faire et le frappe avec sa magie d'exorcisme et il sent vraiment la brûlure. Mais elle est gênée de voir qu'il tient toujours debout et c'est elle qui finit par stresser. Verdia se relève avec douleur, excédé par les bêtises d'Aqua et invoque une armée de morts vivants pour raser la ville. Il ordonne à son armée d'attaquer la ville, mais tous ignorent l'ordre et foncent droit sur Aqua, la suppliant presque de les envoyer au paradis. Aqua détale à travers champs en hurlant à l'aide, et bizarrement, ça excite Darkness. Finalement, Aqua en a tellement marre qu'elle entraîne Kazuma et les voilà tous deux fuyant pour leur vie avec une armée de morts vivants aux trousses. Mais Kazuma a déjà un plan en tête. Il attire les morts vivants vers Verdia pour que Megumin puisse lancer sa magie d'explosion sur tout le monde d'un coup. Elle lance le sort, tout est balayé d'un coup et Verdia goûte enfin à ce qu'il déteste le plus au monde. Dès que Megumin s'effondre d'épuisement, Kazuma la ramasse et ils rentrent chez eux. La foule les acclame et l'espace d'un instant, on croirait que l'équipe de Kazuma pourrait vraiment vaincre le roi démon. Puis Verdia rampe hors du cratère, les surprenant tel un méchant de film ayant survécu à une chute et se met à complimenter le pouvoir de Megumin comme si de rien n'était. Tout le monde se fige, car ce type est toujours en vie, et plus personne n'a de magie pour riposter. Les autres aventuriers s'avancent et attaquent Verdia ensemble, et Kazuma comprend direct que c'est un piège, mais n'arrive pas à les prévenir à temps. Verdia les terrasse tous sans le moindre effort. Il a perdu toute patience et fonce sur Kazuma et Megumin, mais Darkness s'interpose et bloque son épée. Kazuma lui dit de reculer, mais Darkness s'éclate comme jamais et refuse de bouger d'un pouce. Elle n'arrive pas à toucher Verdia une seule fois, mais c'est un véritable mur, donc elle encaisse absolument tous les coups pour protéger les autres. Elle tente même quelques coups, mais les rate tous, ce qui l'embarrasse plus que ça ne lui fait mal. Verdia s'acharne vraiment sur Darkness et Kazuma se retrouve coincé dans un coin. Tout le monde attend Kyuya car son épée magique est censée être la seule chose capable d'éliminer Verdia. Mais l'esprit de Kazuma prépare déjà autre chose. Avant qu'il ne bouge, Darkness appelle Verdia son âme sœur et le supplie d'être son animal de compagnie pour voir le pouvoir d'un général du roi démon et Verdia semble perturbé. Kazuma est tout aussi déconcerté mais ne perd pas de temps et se met au travail. Il trempe tout le monde, ce qui gêne Darkness, puis gèle les pieds de Verdia et tente de voler son arme. Mais quand il réalise qu'il n'a pas les compétences pour voler un général démon de haut niveau, la situation empire. Verdia est impressionné mais recommence à s'en prendre à Darkness. Kazuma continue d'analyser et l'arrose encore, et Verdia tressaille, ce qui est le premier vrai indice. Ils aspergent tous Verdia d'eau et ça le déstabilise clairement, mais ce n'est pas assez pour l'achever. Puis Aqua surgit de nulle part, l'air perdu, comme quelqu'un qui sèche un projet de groupe à l'école. Kazuma s'énerve et la traite de déesse inutile, ce qui lui met les larmes aux yeux. Sans autre option, Aqua soupire, joint les mains et décide de rappeler à tous pourquoi elle est la déesse de l'eau. Elle invoque une inondation massive qui terrifie Verdia et ravage la ville, y compris la porte d'entrée. Quand l'eau se calme, tout le monde est épuisé et Verdia est toujours debout. Alors qu'il va les achever, Kazuma jette ses dernières forces magiques dans une tentative de vol. Il ouvre les yeux et voit qu'il a pris le casque de Verdia, pas son arme, le laissant aveugle. Kazuma rit comme un méchant car il vient d'avoir la meilleure idée. Il joue au foot avec le casque de Verdia, se le lançant comme à la Coupe du Monde alors que Verdia titube. Pendant ce temps, Aqua s'approche et anéantit Verdia avec son sort sacré d'exorcisme des morts vivants. Et voilà, la journée est encore sauvée. Le soleil perce et les illumine comme dans une cinématique de victoire.
Darkness va prier pour les hommes tombés au combat, mais elle découvre qu'ils sont tous vivants, et c'est entièrement parce qu'Aqua les a ramenés grâce à ses pouvoirs divins, ce qui met Darkness très mal à l'aise. Le lendemain, Kazuma entre dans la guilde et trouve Aqua et les autres déjà ivres de la célébration. Luna remet au groupe de Kazuma une récompense pour avoir vaincu un général du roi démon sous les acclamations. La récompense est de 300 millions d'Eris et soudain tout le monde veut être l'ami de Kazuma. Il réunit le groupe et dit qu'il a changé d'avis sur le roi démon et préfère vivre une vie tranquille. Puis Luna s'approche et lui tend une carte qui le fait pâlir instantanément. L'inondation d'Aqua a détruit la porte de la ville et les réparations coûtent 40 millions d'Eris à la charge de Kazuma. Le groupe le regarde avec tristesse et promet de l'aider à rembourser la dette ensemble. Et malgré tout, ça suffit à faire sourire Kazuma car peut-être que son petit groupe chaotique n'est pas si mal. Quelques jours après l'incident de Verdia, la neige tombe sur le monde parallèle, l'hiver est officiellement là. Kazuma est déjà malheureux car il est fauché et de plus en plus désespéré de jour en jour. Il s'en prend à Aqua, l'accusant de l'inondation qui les a endettés et l'a forcé à vivre dans une écurie. Il s'est réveillé gelé ce matin et se demande vraiment s'il survivra à la saison à ce rythme. Aqua veut aussi quitter l'écurie, mais elle réplique à Kazuma qu'une déesse ayant sauvé la ville ne devrait pas dormir avec des chevaux, ce qui l'énerve encore plus. Puis Megumin et Darkness arrivent, toutes deux lassées de voir ces deux-là se disputer chaque jour. Kazuma analyse la situation et fait comprendre qu'il a besoin d'argent rapidement. Megumin souligne que les autres aventuriers sont riches grâce à la prime de Verdia et suggère de prendre une quête avant qu'il n'en reste plus. Quand Kazuma regarde le tableau, il est choqué de voir qu'il n'a pas été touché depuis un moment, et ça le motive vraiment. Le groupe commence à chercher quelque chose qui en vaille la peine. Darkness repère immédiatement une quête de chasse aux bêtes des neiges car elle s'imagine déjà se faire massacrer par elle, mais Kazuma refuse aussitôt. Megumin propose ensuite une quête de monstres à coup unique, impliquant une créature capable de tuer quiconque d'un seul coup et Kazuma rejette l'idée tout aussi vite. Il y a aussi une quête sur le Destructeur, une forteresse mobile massive qui détruit tout sur son passage à grande vitesse et que les enfants adorent pour son look ridicule. Kazuma ignore tout cela car autre chose attire son attention, une quête pour capturer des esprits de neige. Megumin commence à lui expliquer ce que c'est, mais avant même qu'elle ne finisse, le reste du groupe se prépare déjà avec de grands sourires, ce qui rend Kazuma méfiant. Le groupe se rend sur une montagne enneigée pour la quête des esprits de neige, qui s'avère être extrêmement bien payée. Kazuma se moque de la tenue d'Aqua et Darkness recommence à agir bizarrement, debout dans le vent glacial avec un air d'attente sur le visage. La chasse commence et elle se passe étonnamment bien. Aqua attrape les esprits et les met dans un bocal pour faire des boissons fraîches plus tard. Kazuma les découpe un par un comme s'ils jouaient à EAFC en mode débutant. Megumin lance une explosion sur tout un groupe d'entre eux. À la fin, le groupe a éliminé un bon nombre d'esprits de neige et Kazuma se demande pourquoi personne d'autre n'a pris cette quête. Puis le ciel change, une tempête de neige arrive de nulle part, et Darkness s'illumine comme si elle avait un billet VIP pour un concert de Michael Jackson, ce qui alerte Kazuma. Aqua décide enfin d'expliquer ce que tout le monde semblait déjà savoir. Si personne ne touche à cette quête, c'est parce que la tempête amène une créature terrifiante appelée le Shogun de l'hiver. Il a été créé par un réincarné du Japon qui a construit cette chose et l'a laissé en liberté. Kazuma n'est pas ravi. Avant qu'il ne réalise, le Shogun de l'hiver charge et tranche l'épée de Darkness en deux en un instant. Aqua tente de rattraper le coup en libérant tous les esprits capturés et en s'inclinant devant le Shogun pour s'excuser. Apparemment, cette créature a un code d'honneur et il suffit de lâcher son arme et de s'incliner pour survivre, ce qui force Kazuma à voir une déesse de l'eau perdre toute dignité. Puis il voit Darkness toujours debout, refusant de s'incliner, espérant activement que le Shogun de l'hiver lui fasse quelque chose. Kazuma l'attrape et la force à se baisser, ce qu'elle apprécie un peu trop. Il jette son arme, commence à s'incliner, puis tout devient noir. Kazuma se réveille à nouveau dans l'au-delà. Cette fois, cependant, l'ambiance est totalement différente. Une déesse nommée Eris l'accueille chaleureusement, et c'est elle qui gère le monde parallèle où il vivait. Le décor semble familier au début, et Kazuma s'attend à un autre coup d'Aqua, mais Eris n'est pas du tout comme ça. Elle lui propose quelque chose de concret, se réincarner au Japon dans une famille riche pour le récompenser de ses épreuves. Kazuma est vraiment enthousiaste et commence à poser des questions, et Eris répond à chacune d'elles. Il est prêt à partir, mais avant cela, il commence à parler de son séjour dans le monde parallèle. Il pensait que ce serait comme vivre dans un jeu vidéo, mais Aqua est arrivé, puis les autres aussi, et c'est devenu un désastre. Et puis, sans prévenir, Kazuma se met à pleurer. Il revoit ses souvenirs et ne peut s'en empêcher car, sous toute cette frustration, il tient vraiment à son équipe. Il décide qu'il veut y retourner encore un petit moment.
Eris est touché et commence à ouvrir le portail, mais juste avant que Kazuma ne le franchisse, il entend une voix trop familière. C'est Aqua et elle essaie de le ramener à la vie par la seule force magique. Eris tente de faire respecter les règles célestes et de l'arrêter, mais Aqua s'emporte et commence à râler sur les règles. Puis elle réalise que c'est à Eris qu'elle a affaire et se met aussitôt à la vanner, ce qui déstabilise complètement Eris. Il s'avère qu'Aqua est supérieure à Eris, ce qui fait d'elle la grande sœur ici. Eris n'a donc d'autre choix que de la suivre et de laisser partir Kazuma. Avant qu'il ne parte, Eris se penche et lui dit qu'elle se souviendra de lui et que c'est leur petit secret vis-à-vis du patron là-haut. Kazuma rougit. Il se réveille dans le monde parallèle et se retrouve dans un câlin collectif de son équipe et pendant un instant c'est plutôt agréable. Puis Aqua l'ouvre et gâche tout, et Kazuma se surprend à vouloir l'échanger contre Eris, ce qui met Aqua dans une rage folle, et elle manque de le frapper d'un coup divin. Mais au lieu de ressasser tout ça, Kazuma prend une grande inspiration et se met à réfléchir à tout, au monde, au chaos ambiant, aux gens qui l'entourent, et pour la toute première fois, il se sent réellement et profondément reconnaissant pour tout ce qu'il a. Ce soir-là, l'équipe se détend après la quête. Aqua sort le lutin des neiges, qu'elle gardait caché dans son bocal, l'air fier d'elle. Kazuma lui dit de s'en débarrasser car sa tête est toujours mise à prix, ce qui lui brise le cœur. Elle avait déjà décidé que ce serait son petit animal de compagnie hivernal qui la rendrait riche et elle n'est pas prête à abandonner ce rêve. Puis Aqua annonce qu'elle a faim. Et comme ça, elle et les autres partent commander à manger, laissant Kazuma tout seul. Puis la nourriture arrive et il voit que les autres ont commandé un véritable festin. Kazuma revient à la réalité car ils sont fauchés et l'hiver n'est pas fini. Le lendemain matin, Aqua se réveille gelée car elle a vendu son manteau et n'a plus rien à part le froid. Elle essaie d'allumer un feu mais le vent d'hiver l'éteint sans cesse, alors elle décide logiquement de brûler le survêtement de Kazuma. Kazuma se réveille pile au moment où elle le fait et lui donne une tape sur la tête. Et après l'avoir engueulé pendant une bonne minute, il décide sur le champ qu'il leur faut un vrai logement. Plus tard, Kazuma traîne Aqua en ville car il veut apprendre une nouvelle compétence pour fabriquer sa propre arme. Il l'emmène dans une boutique de compétences et dès qu'ils entrent, la gérante se fige en voyant Aqua. C'est parce que la gérante est secrètement une morte vivante et être face à la déesse de l'eau est aussi plaisant pour elle qu'un vampire dans un salon de bronzage. Aqua est déjà de mauvaise humeur, rien qu'en étant là. La gérante s'appelle Wiz, c'est une liche, elle a l'air humaine mais passe ses nuits au cimetière à guider discrètement les morts vivants vers le ciel. C'est la souveraine des morts vivants, la reine sans vie, et elle tient pourtant une petite boutique de magie. Aqua ne peut pas la supporter et ne fait aucun effort pour le cacher. Pendant qu'il regarde, Aqua ordonne à Wiz de faire du thé, s'attendant à ce qu'il soit infect, mais il s'avère délicieux. Aqua refuse de laisser Wiz gagner, alors elle se moque d'elle quand même, avec une énergie de méchante demi-sœur. Puis Kazuma va droit au but et dit à Wiz qu'il est là pour apprendre des techniques de liche. Aqua en reste bouche bée et attrape aussitôt Wiz à la gorge pour s'assurer que ça n'arrive jamais. Kazuma la calme en expliquant que ces techniques sont utiles au combat et Aqua finit par lâcher prise, toujours furieuse. Ensuite, Wiz interroge Aqua sur cette histoire de déesse qu'elle n'arrête pas de mentionner et Aqua s'illumine complètement. Elle se lance dans un grand discours fier sur le fait d'être la déesse de l'eau et la chef du culte d'Axis. Et Wiz a l'air vraiment terrifiée, surtout parce qu'elle sait déjà que le culte d'Axis est complètement déjanté. Elle commence immédiatement à se chamailler et Kazuma fixe le plafond en se demandant ce qu'est devenu sa vie. Il les sépare, puis Wiz le complimente mine de rien pour avoir vaincu Verdia. Kazuma rit fièrement, puis Wiz mentionne tout aussi calmement qu'elle est aussi l'un des généraux du roi démon, et l'ambiance change plus vite qu'une vidéo d'excuses YouTube. Aqua lui fait une clé de bras avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Kazuma écarte Aqua et lui dit de laisser parler Wiz parce qu'il sent quelque chose de différent chez celle-ci. Wiz explique qu'elle est la seule générale à n'avoir jamais blessé d'humain et que son seul rôle est d'ouvrir la voie vers le roi démon. Aqua veut s'en occuper tout de suite, mais Wiz supplie pour sa vie car elle a encore des choses qu'elle veut accomplir. Et elle évoque un truc impliquant Verdia qui est exactement le genre de choses que Darkness aimerait, ce qui est assez drôle en soi. Aqua n'en croit pas un mot, mais Kazuma laisse Wiz continuer à parler. En retour, Wiz propose à Kazuma un entraînement gratuit pour le remercier de l'avoir épargné. Elle lui suggère d'apprendre Drain Touch, une compétence qui lui permet d'absorber la santé et le mana d'un ennemi pour lui-même. Comme Wiz ne peut s'entraîner que sur quelqu'un d'autre, Aqua se porte volontaire, tend la main et dit à Wiz d'y aller. Wiz commence à absorber juste un peu du pouvoir d'Aqua, mais elle s'y donne beaucoup trop à fond. Et Kazuma se lasse de regarder, alors il pousse Aqua et prend sa place. À la fin, Kazuma a une toute nouvelle compétence, comme s'il venait de découvrir le Super Saiyan 4. Puis Wiz se met à hurler parce qu'Aqua a discrètement essayé de la faire disparaître tout ce temps, et Kazuma la retient juste à temps. Juste après, un type débarque en cherchant Wiz comme s'il avait une affaire sérieuse avec elle et toute la boutique redevient chaotique. Plus tard, ce même chaos mène à une opportunité. Wiz a de bons contacts et l'une de ses quêtes permet au groupe de Kazuma d'emménager dans un immense manoir pour l'hiver.
Tout le monde est ravi, car dormir dans cette écurie une nuit de plus pourrait bien les achever. Alors, elle entre la première pour voir ce qui se passe à l'intérieur du manoir. Ce qu'elle voit là-dedans la secoue visiblement, mais personne ne croit un mot de ce qu'elle dit, alors il la laisse dehors et s'installe. Chaque membre du groupe s'approprie une chambre, et pour la première fois depuis longtemps, tout semble enfin aller bien. Kazuma s'allonge sur un vrai lit et prend simplement une grande inspiration. Après tout ça, l'écurie, les dettes, les quêtes, un manoir, c'est comme une victoire. Puis Aqua se met à hurler depuis le bout du couloir. Kazuma accourt, s'attendant à une situation de fantôme, mais il s'avère qu'un des esprits a bu son vin cher et elle n'a absolument pas l'intention de laisser passer ça. Elle sort de sa chambre en trombe et commence à exorciser chaque esprit qu'elle croise, comme John Wick quand on touche à son chien. Cette nuit-là, Kazuma dort enfin confortablement quand il réalise qu'il doit aller aux toilettes. Il se redresse et elle est là, une seule poupée effrayante assise sur sa chaise qui le fixe droit dans les yeux. Kazuma replonge sous la couverture comme si elle allait pouvoir le protéger. Il reste là un moment, prend son courage à deux mains, ouvre les yeux et son lit entier est couvert de centaines de poupées flippantes. Il quitte la chambre instantanément, sprintant vers celle d'Aqua avec toute la collection de poupées juste derrière lui. Il entre brusquement et trouve Megumine déjà là, ce qui est une surprise en soi. Megumine explique qu'elle attend Aqua parce qu'elles ont convenu d'aller aux toilettes ensemble. Kazuma ne peut plus attendre et commence à ouvrir son pantalon pour régler ça près de la fenêtre. Megumine l'attrape et lui dit qu'elle les croyait plus proches, qu'ils ont vécu des choses ensemble et qu'il devrait l'accompagner aux toilettes comme quelqu'un de normal. Kazuma lui dit de simplement faire dans une bouteille comme les gars lors de longs voyages. Megumine est furieuse et s'apprête à l'incendier, puis elle se tait brusquement car une nuée de poupées flippantes grimpe sur la fenêtre à l'extérieur. Tous deux foncent vers les toilettes et Kazuma, en gentleman, laisse Megumine passer la première. Elle met une éternité et a apparemment besoin qu'on lui chante une chanson avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Kazuma perd patience et lui hurle de se dépêcher, ce qui est assez fort pour alerter les poupées de leur position. Il défonce la porte et tire Megumine dehors avant qu'elle ne soit rhabillée, ce qui la mortifie. Ils s'entassent tous dans un placard. Kazuma est vraiment à la limite de ses forces physiques et il essaie de penser à absolument tout sauf à la seule chose qui ne cesse de l'obséder. Quelque chose commence à tirer la porte du placard et ils paniquent tous les deux. Kazuma décide d'ouvrir la porte brusquement et de la tenir pour que Megumine s'échappe d'abord. Il la pousse, sent un corps de l'autre côté et le frappe. C'est Aqua qui vient de finir d'exorciser jusqu'au dernier esprit du manoir et venez voir comment ils allaient. Le lendemain matin, le groupe récupère sa récompense pour avoir terminé la quête. Kazuma comprend aussi que les esprits ont fini dans le manoir car il jouxte le cimetière où lui et Aqua ont rencontré Wiz. Avant de prendre la prime, il prend Aqua à part et lui dit qu'ils ne peuvent pas la garder car toute cette hantise est de leur faute. Plus tard, Kazuma est au cimetière en train de nettoyer une tombe appartenant à l'un des esprits qui protégeait le manoir. Wiz surgit de nulle part pour prendre de ses nouvelles et elle est sincèrement ravie que son groupe ait enfin un endroit décent où vivre. Après son départ, Kazuma regarde le ciel et pour une fois, il ne pense ni aux dettes, ni aux quêtes, ni aux catastrophes d'Aqua. Il est juste reconnaissant pour cette vie calme et simple qu'il construit peu à peu, même si rien ne se passe jamais comme prévu. Quelques jours plus tard, le groupe de Kazuma s'habitue enfin à la vie de château. Darkness et Megumine jouent aux échecs, et Kazuma ne fait absolument rien, assis là à fixer la cheminée comme un homme sans but. Puis Aqua s'approche et lui dit de dégager du canapé, car un meuble si luxueux revient aux membres du plus haut niveau, c'est-à-dire elle. Kazuma rit intérieurement car il sait qu'Aqua, même au niveau 100, reste la personne la plus inutile de n'importe quelle pièce. Mais pour la toute première fois, il se lève vraiment et la laisse s'installer. Il lui tapote l'épaule comme un père fatigué, mais il se sent vide car il réalise qu'aucun d'eux n'a pensé à leur mission depuis des semaines. Personne ne pense au roi démon, personne. Le lendemain, alors que Kazuma flâne tranquillement en ville, il aperçoit ses amis aventuriers, Kiss et Dust, qui rôdent près d'une ruelle, l'air vraiment très suspect. Kazuma va voir ce qu'il en est et ils le tirent à part pour lui dire la vérité. Derrière cette ruelle se trouve un club privé tenu par des succubes, dont le métier est de réaliser les rêves les plus fous des hommes. Kazuma s'inscrit sur le champ sans la moindre hésitation. À l'intérieur, c'est tout ce qu'ils ont promis, des femmes magnifiques partout et chaque homme sourit comme s'il avait accompli le but de sa vie. Kazuma s'installe et remarque le gars intimidant de la guilde juste à côté, qui lui fait un signe de tête comme un vétéran accueillant une recrue. Kazuma jette un œil au formulaire du gars et voit qu'il s'est inscrit sous une autre identité qu'aventurier, ce qui est louche. Mais avant qu'il ne puisse y réfléchir, une succube tout en noir apparaît à sa table et il oublie instantanément tout le reste. Elle lui explique comment tout fonctionne et le détail clé est que rien de tout cela n'arrive en réalité. Tout se passe dans un rêve, c'est inoffensif, sans aucune conséquence. Il y a même un formulaire où Kazuma peut décrire exactement ce qu'il attend de cette expérience. Il le remplit plus vite qu'il n'a jamais rempli aucun document de sa vie et rentre chez lui.
Ce soir-là, Kazuma rentre au manoir en flottant presque de bonheur, mais il doit absolument rester calme, parce que si jamais les filles découvrent ses plans pour la soirée, elles vont absolument tout gâcher, c'est sûr. Puis il entre dans la salle à manger et son cœur s'arrête, car la famille de Darkness a envoyé des crabes royaux et du vin de luxe, c'est un vrai festin. Il s'assoit et essaie d'en profiter, et la nourriture est vraiment incroyable, digne d'un montage culinaire. Puis Aqua sort le vin cher, la très bonne bouteille, et montre comment le boire dans une carapace de crabe, et son air après la première gorgée est si satisfait que tout le monde ressent quelque chose. Kazuma meurt d'envie de boire, mais il sait qu'un seul verre pourrait ruiner son rêve, et il ne veut pas risquer ça. Darkness s'approche, lui prend la coupe des mains et commence à savourer, puis se tourne vers lui et lui demande pourquoi il ne boit pas. Kazuma lui dit qu'il en a déjà bu plus tôt, et elle lui sourit, doucement et sincèrement, ce qui ne lui ressemble pas du tout, elle qui n'est heureuse que quand elle souffre. Ce sourire fait quelque chose à Kazuma, et il commence à repenser à tout son plan. Il regarde son groupe passer un bon moment ensemble et décide que cette soirée leur appartient, pas à une inconnue dans un rêve. Il se lève et annonce qu'il va se coucher, ce qui n'est qu'un demi-mensonge. Plus tard, Kazuma n'arrive pas à dormir du tout parce qu'il est à bout de nerfs. Il se lève et prend un bain chaud pour se calmer et finit par s'endormir dans la baignoire. Quand il ouvre les yeux, la lanterne est éteinte, tout semble différent et il réalise qu'il est dans le rêve. Il voit une silhouette devant la salle de bain prête à entrer et il se prépare. La succube franchit la porte et c'est Darkness. Ce n'est pas ce qu'il a demandé, mais Kazuma décide de faire avec et lui demande de lui laver le dos. Darkness semble un peu bizarre, nerveuse d'une manière assez inhabituelle, mais Kazuma est tellement absorbé par son rôle qu'il ne le remarque même pas, et elle finit par lui laver le dos exactement comme il l'avait demandé. Quand elle veut partir, Kazuma lui dit qu'il n'a pas fini, qu'il veut être séché lentement, et Darkness lutte contre ses instincts en obéissant, puis Kazuma revient à la réalité. Il sort furieux parce que bien sûr, Aqua est en train de faire ça maintenant. Il suit le bruit et trouve Aqua et Megumine face à une succube coincée qu'elles ont apparemment surprise à rôder dans le manoir. Kazuma ne sait plus trop ce qui était un rêve ou réel et si la Darkness qui vient de le laver est juste là. Puis Aqua commence à charger son sort d'exorcisme et le cerveau de Kazuma court-circuite, il se place devant la succube pour la protéger. Aqua le regarde comme s'il était fou et lui dit que c'est un démon dont il faut se débarrasser, mais Kazuma ne bouge pas. Les filles veulent chasser la succube, mais Kazuma leur barre littéralement la route. La succube s'excuse sincèrement pour la situation et propose de les laisser faire ce qu'ils veulent, car elle débute et a fait une erreur. À court d'options et de temps, Kazuma prend une posture de combat comme s'il était le titan assaillant. Il s'élance dans les airs comme pour un tir décisif, mais les filles le plaquent au sol. Mais la succube parvient à s'échapper. Le lendemain matin, Kazuma nettoie tout le manoir tout seul en guise de punition. Darkness vient prendre de ses nouvelles, et Kazuma s'en tient complètement à son histoire de contrôle mental, agissant comme un homme qui aurait été simplement victime de forces surnaturelles. Darkness semble vraiment soulagée et lui dit qu'elle ne lui en veut pas du tout puisque ce n'était pas vraiment lui qui agissait. Elle s'en va rassurée par toute cette affaire, ignorant totalement que c'était bel et bien lui depuis le début. Soudain, l'alarme d'urgence retentit dans toute la ville, appelant les aventuriers car quelque chose de massif approche. Tout le monde panique, et quand même Aqua et Megumine font leur bagage, on sait que c'est sérieux. Kazuma ignore encore ce qu'est le destructeur, alors Darkness le met au courant. C'est une arme de destruction massive, antique et autonome, et tout sur son passage est rayé de la carte, même l'herbe. Ça effraie tout le monde, sauf Kazuma qui, lui, décide à ce moment précis qu'il ne laissera certainement pas ce château ambulant détruire absolument tout ce pourquoi il a travaillé si dur. Tous les aventuriers se réunissent à la guilde pour un briefing, mais le vrai problème est que personne ne sait comment l'arrêter. Chris suggère qu'ils s'enfuient tous et laissent la ville se faire raser. Elle dit à Kazuma d'utiliser son cerveau, et c'est ce qu'il fait. Il prévoit qu'Aqua brise la barrière du destructeur, ce qui prouverait à tous qu'elle est bel et bien une vraie déesse et pas juste une femme étrange qui prétend l'être. Et là, tous les regards dans la pièce se tournent vers Megumine. Elle n'est pas sûre d'y arriver, mais personne n'a de meilleure idée, alors ils acceptent. Puis Wiz arrive, et tout le monde s'excite car apparemment tout le monde la connaît, comme cette fille à la fac qui connaît tout le monde et le plan devient concret. Tout le monde est survolté, la quête est lancée, les préparatifs commencent et certains bâtissent des murs d'urgence autour de la ville. Pendant ce temps, Darkness se tient seule hors des murs, immobile, comme si elle cultivait son aura. Kazuma va la voir et elle lui avoue enfin la vérité. Elle est la princesse de la famille Dustiness, la maison noble qui gouverne cette ville, et la protégée est sa raison d'être. Son nom complet est Dustiness Ford la Latina. Kazuma est vraiment impressionné, et pour une fois, il ne fait pas de remarques déplacées. Il lui dit qu'il déteste les égoïstes qui ramènent tout à eux.
Mais ce qu'elle fait est différent car c'est pour sa famille et cela la touche beaucoup. Le silence s'installe et Kazuma le brise en l'appelant la Latina juste pour la voir se tortiller. Le destructeur apparaît enfin, tel un boss final auquel personne n'est préparé. Aqua commence en lançant son sort de rupture sacrée sur la barrière, et un instant, on doute qu'elle y arrive. Alors elle force, y met toute son énergie et la barrière finit par voler en éclats. C'est au tour de Megumin, et elle tremble visiblement, ce qui n'est pas bon signe. Kazuma alterne entre moquerie et encouragement, et dans ce chaos, il touche la corde sensible et Megumin a un déclic. Elle se concentre, lance son sort et Whis limite à ses côtés car en tant que grande sorcière, elle peut le faire. 2 sorts d'explosion frappent le destructeur sans défense en même temps et il s'effondre. Tout le monde exulte comme si c'était fini, mais Kazuma sent que cette fin est trop facile. En effet, le destructeur se met à trembler et il rougeoie, comme si quelque chose d'énorme essayait de s'en extirper, car il est passé en mode autodestruction. La panique se propage instantanément, Darkness ne bronche pas. Elle marche droit vers lui et quand Kazuma lui dit de fuir, elle répond qu'un chevalier ne fuit pas, même si son visage montre clairement qu'elle veut juste être au plus près de cette explosion. Les autres aventuriers la voient entrer et ça les motive, sans oublier ce qui les attend au club des succubes s'ils s'en sortent, et ils foncent tous derrière elle pour trouver le pilote. Une fois dedans, Whis propose de téléporter toute la machine loin d'ici avant qu'elle n'explose, ce qui est vraiment le meilleur plan de la journée. Mais d'abord, ils doivent faire sortir tout le monde et trouver l'équipage responsable. Ils trouvent la salle de contrôle et à l'intérieur se trouve un squelette qui est manifestement là tout seul depuis très longtemps. Il y a un journal intime juste à côté. Kazuma et Aqua le lisent et découvrent que le créateur du destructeur était apparemment un idiot fini, ce qui ne les aide pas du tout. Ils finissent par localiser le cœur qui alimente l'autodestruction, et Whis est prête à le téléporter loin, mais elle n'a plus assez de magie pour le faire seule. Elle dit à Kazuma qu'elle doit le drainer, et l'esprit de Kazuma part immédiatement ailleurs, et il accepte bien trop vite. Il ferme les yeux, puis Whis lui prend la main et utilise le toucher drainant pour lui pomper son mana directement. La déception sur son visage est immédiate. Il lui dit de se dépêcher et de l'envoyer n'importe où, peu importe où. Whis a peur de le téléporter par accident dans une autre ville. Mais Kazuma la regarde dans les yeux et lui dit qu'il assumera l'entière responsabilité d'où il atterrira et ça lui fait quelque chose. Elle téléporte le cœur dans le vide et il disparaît. Tout le monde sort en pensant que c'est enfin fini, puis le destructeur se remet à trembler, rougeoyant, la chaleur montant de l'intérieur comme s'il gardait une dernière surprise. Tout le monde s'enfuit. Kazuma se tourne vers Whis et lui dit de le téléporter à nouveau, mais elle lui dit qu'elle ne peut physiquement pas car utiliser plus de magie l'éliminerait. Ils sont coincés. Puis Megumin arrive, tout à fait calme, et dit qu'elle s'en occupe. Kazuma utilise le toucher drainant pour prendre du mana à Aqua et le transmettre directement à Megumin. Et au moment où elle le reçoit, elle sent exactement toute la puissance brute qu'Aqua transporte réellement. Elle cible le destructeur, lance son sort d'explosion, et cette fois, c'est d'un tout autre niveau. L'explosion qui suit fait passer tout ce qu'elle a fait avant pour un échauffement, plus grande que tout ce que ce monde a jamais vu. Les jours passent et la vie reprend doucement son cours normal. Les gens sont heureux, la ville est debout, et Kazuma se laisse aller à se sentir comme un héros pendant 1 minute. Puis Aqua défonce sa porte parce qu'il y a un problème. Kazuma suppose que c'est comme d'habitude, que la capitale impériale veut le récompenser et lui offrir une cérémonie, et il commence à préparer son discours. Ce n'est pas ça. C'est un mandat d'arrêt, frappant Kazuma plus fort que le météore qui a tué les dinosaures, parce que le cœur téléporté par Whis a atterri directement dans le manoir d'un seigneur et l'a fait exploser, faisant de Kazuma un criminel recherché internationalement. Il reste assis là à fixer le vide, et pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde parallèle, il regrette sincèrement chaque choix qu'il a mené à ce moment précis. Commentez ci-dessous, un gars et 3 idiotes canons, si vous avez regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.